merci, messieurs, Luard et Pincus, pour cette dernière table ronde. Donc, table ronde conclusive, mais conclusion prospective, parce que je pense que ce serait extrêmement ambitieux de vouloir conclure ou synthétiser ce qui a été dit aujourd'hui. Notre objectif, c'est quelque part, au cours de cette journée, de nous permettre d'identifier la manière dont les branches, l'AFPA, l'État, nous nous mobilisons chacun à notre place et collectivement pour accompagner et relever ces défis qui se posent à nous, tout ce que l'on a entendu depuis ce matin. Beaucoup de choses ont été dites sur l'usine du futur, les innovations technologiques, la transition énergétique. Pour chacun de ces sujets, nous voyons et percevons que des choses bougent, des métiers évoluent, d'autres émergent, d'autres encore vont devoir être accompagnés pour éviter de laisser des hommes et des femmes sur le bord de la route, comme on peut le dire. La question de la place de la formation pour accompagner ce mouvement va être déterminante. Et donc, je voulais commencer avec vous, Maurice Pincus. Donc, vous êtes... Alors, je voudrais, s'il vous plaît, si on peut avoir... Donc, Maurice Pincus, vous êtes directeur délégué de l'UIMM, directeur emploi formation à la FIEC. Et aujourd'hui, par rapport aux sujets qui ont été présentés, comment l'UIMM, la FIEC, accompagne ces sujets comment est-ce que ces sujets ont été appropriés? Et une question un peu générique, est-ce que nous serons prêts? Bien, bonjour à tous. Merci déjà pour m'avoir invité, avoir invité à travers moi l'UIMM, la FIEC à votre réflexion. Je n'ai pas du tout l'intention de conclure, hein, et même le titre de cette dernière partie évoque des solutions avec un point d'interrogation, hein, donc mon intention est plutôt d'évoquer des pistes plutôt que d'apporter des solutions. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas de transparent d'ailleurs. Alors déjà, merci et bravo pour l'organisation de cette journée et d'avoir pu réunir un tel plateau. Je dois dire que j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, mon intention n'est pas du tout d'apporter d'autres éléments sur les sujets, les thématiques hein, qui ont été évoqués aujourd'hui, même si c'est vrai, à la FIEC, il y a eu aussi des réflexions hein, pendant plusieurs mois avec de nombreux industriels qui ont travaillé sur les nouveaux marchés dans lesquels figurait bien évidemment usine du futur, transition énergétique encore davantage, et aussi tout ce qui a trait, mais ça a été évoqué, à la mobilité, et puis d'autres sujets comme la santé, la sécurité, en tout cas des besoins de réponse à des vrais besoins sociétaux hein, qui apparaissent et qui seront de plus en plus prégnants, et pour lesquels des solutions technologiques vont pouvoir effectivement, des solutions technologiques hein, qui passent par des produits, mais aussi des services, et ça, nos industriels sont tout à fait dans cette logique. Alors, on a évoqué des révolutions. Alors, vous dites 4e révolution industrielle. J'ai bien entendu, et finalement, je préfère quand M. Nkawa dit que c'est une 3e industrielle avec une 3e vague. C'est peut-être moins violent que d'avoir des révolutions tous les 10 ans, hein, bien qu'en France, parfois, bon, on est un peu porté hein, sur le caractère révolutionnaire. Mais les vagues, peut-être, voilà, sont peut-être un peu moins violentes, et notamment sur la question qui nous préoccupe ensemble ici aujourd'hui, de l'emploi des compétences. Au travers de ce que j'ai entendu, finalement, il y a, bien sûr, on a évoqué des risques, hein, mais si j'ai bien compris, les risques sont surtout les risques si l'on ne bouge pas. Hein, les risques sont liés à l'immobilisme, et c'est plutôt pas ce que j'ai perçu, en tout cas de toutes les interventions aujourd'hui. Ce qui nous a été présenté sont plutôt des opportunités. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a du mouvement, alors peut-être peut-être un peu dispersé, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y ait beaucoup de mouvement pour aller dans le sens de ces opportunités. Ce qui est vraiment une bonne nouvelle, c'est que déjà depuis quelques années, on sent une vraie volonté d'aller dans le sens de la réindustrialisation. Hein, et cette volonté, elle semble s'affirmer hein, au travers des passages de relais politiques, et j'espère que ça continuera. Alors, c'est vrai que le rapport gallois a été une étape importante, sûrement, mais on sent une continuité, c'est très important. Donc, on a vu qu'il va falloir réinvestir
bien sûr, hein, pour que l'industrie française tienne toute sa place, regagne aussi des parts de marché finalement, hein, sur le marché qui est mondial. Et puis, voilà, pour en venir à nos sujets, j'ai aussi quand même, dans de nombreuses interventions, pu percevoir que l'homme tenait une place importante et peut-être même encore plus importante, et que voilà, l'homme occupait une place centrale, ça a été dit, dans l'usine du futur, mais je pense qu'on peut aller au-delà vis-à-vis de toutes ces transitions finalement où les outils, les technologies sont importantes, mais l'apport de l'homme aussi. Alors, les organisations professionnelles, bon, il y en a un certain nombre qui ont été cités hein, sur les sujets d'aujourd'hui, la FIM, hein, bien évidemment, la FIM, la FIEC et certains de leurs syndicats professionnels, Jimelec, CIMOP, AFDEL. Il faut savoir qu'on travaille aussi avec Syntec Numérique, et donc c'est important de voir on commence à travailler en interbranche, hein, ce qui est une bonne nouvelle, aussi avec les réseaux des chambres de commerce hein, sur ces sujets, et puis même sur l'usine du futur, des liens sont établis avec le SFAI en Allemagne, qui est l'équivalent de la FIEC. Et donc c'est vrai que comme l'Allemagne a finalement un peu de longueur d'avance hein, dans la réflexion, c'est bien finalement d'établir ces liens et d'en profiter. Alors donc on a évoqué aujourd'hui de nouveaux marchés. Nouveau marché, c'est vrai que la question que vous avez posée à plusieurs reprises, c'est est-ce que pour autant on voit apparaître de nouveaux métiers hein? Alors ça c'est assez récurrent, c'est les journalistes qui aiment bien hein, faire des articles sur les nouveaux métiers. On nous pose la question en permanence et en fait les réponses ont été souvent très raisonnables, je trouve, pour dire non, souvent ce sont des métiers qui évoluent, hein, des compétences nouvelles qu'on acquiert. Hein. Quelqu'un a dit que de toute façon, voilà, il n'était pas né avec un téléphone portable hein, et que voilà, il avait su quand même apprendre à s'en servir. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe effectivement dans nos entreprises. Il y a des évolutions et pas forcément des révolutions. Il y a 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, au MEDEF, dans le cadre de la commission formation, éducation, insertion professionnelle, qui traitait des innovations pédagogiques. Il y avait des représentants du groupe Vinci qui sont venus nous parler d'un grand programme de formation qu'ils mettent en œuvre, hein, avec une grosse enveloppe financière, destinée à favoriser la mobilité des salariés au sein du groupe. Et pour cela, un énorme travail d'ingénierie a été réalisé sur les métiers du groupe. Alors c'est vrai que alors, il y a de nombreuses activités au sein du groupe Vinci, et chacune de ces activités parle de ses métiers. Voilà. Et finalement, l'ingénierie a consisté à creuser, à travailler sur les compétences pour chacun de ces métiers pour découvrir la part importante de compétences transversales. Et contrairement, alors avec une approche d'entreprise, lorsqu'on parle de compétences transversales dans le monde de l'éducation, on est sur le savoir lire, écrire, compter, ou en tout cas sur des choses assez générales. Là, il ne s'agissait pas de cela, il s'agissait plutôt d'identifier des compétences professionnelles finalement qu'on retrouvait dans ce qu'on appelle des métiers hein, qui sont différents. Pour bien identifier, évidemment, pour construire le plan de formation, les compétences réellement spécifiques qu'il importait d'apporter pour pouvoir faire ces mobilités. Donc ça, c'est une démarche qui est importante, et je ferai le lien avec une réunion récente la semaine dernière à la DGEFP, à laquelle vous nous aviez conviés les présidents et vice-présidents de commissions professionnelles consultatives hein, auprès du ministère de l'Emploi. Et donc j'étais avec M. Gallo, qui doit être toujours ici présent, qui est vice-président de la CPC. Je ne l'ai pas dit, hein, en me présentant, je suis aussi président de la CPC Industrie. Voilà. Et donc à ce titre-là, je participais à cette réunion, et la directrice générale, finalement, faisait cette réunion pour eh bien, que ces instances qui participent à ce qu'on appelle la politique du titre hein, au ministère, l'évolution des certifications du ministère, et donc des formations qui vont être données aux salariés, aux demandeurs d'emploi, prennent en compte la réforme de la formation professionnelle hein, de 2014, qui n'est pas non plus une révolution, mais pour autant qui est quand même, voilà, qui
qui met pas mal de mouvements dans le monde de la formation, mais aussi et surtout, j'allais dire, dans le monde de la certification. Et donc ça, c'est un élément important et je suis sûr que Jean-Marc Huard reviendra. Ce qu'on a évoqué lors de cette réunion, c'était aussi cette question d'une nouvelle approche des métiers et d'avoir une approche davantage emploi-compétences pour favoriser ce qu'essaie de faire Vinci aujourd'hui, la transférabilité. Ça passe par une ingénierie de certification plus modulaire, avec ce qu'on appelle donc depuis la loi des blocs de compétences, que tous les certificateurs vont devoir s'employer à définir. J'ai insisté sur ce point, y compris dans la branche, de la responsabilité des partenaires sociaux. Je sais que certains syndicats de salariés partagent ce point de vue et c'est un sujet qu'on doit continuer sur lequel on doit échanger dans la branche. Il me semble qu'il est de la responsabilité des partenaires sociaux de mieux travailler en amont sur l'anticipation. Voilà, sur l'anticipation, sur la définition des besoins, sur l'actualisation en permanence des référentiels métiers. C'est de leur responsabilité. Alors, on a créé dans les branches des observatoires paritaires des métiers et des qualifications, mais je dirais qu'on s'aperçoit aujourd'hui, on fait un bilan du fonctionnement de ces observatoires, on voit qu'il y a des progrès à réaliser pour que réellement ils apportent des informations exploitables pour les entreprises, mais aussi pour le dispositif de formation, et puis aussi qu'ils communiquent mieux en général, qu'ils communiquent mieux entre eux, qu'ils travaillent plus ensemble. Donc il y a là des travaux, et si j'évoque cette responsabilité des partenaires sociaux, je dois dire aussi rapidement mais que l'Éducation nationale, suite à la grande conférence sociale de juillet 2014, propose aux partenaires sociaux de s'impliquer davantage dans la construction des diplômes, voilà, en prenant la plume pour écrire le référentiel d'activité professionnelle et les compétences professionnelles dans les référentiels. Donc c'est un challenge, c'est une difficulté, c'est pas si simple, et surtout toutes les branches ne sont pas forcément outillées. Certaines ont de l'expérience, comme c'est le cas dans la métallurgie, avec un dispositif de certification qui existe depuis 1987. Mais pour autant, voilà, toutes les branches n'ont pas ce savoir-faire. Beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, aujourd'hui, font le bonheur des sociétés de consulting pour créer des CQP et travailler sur ces sujets. Donc il y a là, en matière d'ingénierie de certification, un travail important qui doit être fait, que l'on a engagé dans la branche métallurgie avec les partenaires sociaux sur ce que pourraient être des blocs de compétences à l'intérieur de nos CQP. Donc ça, c'est pour l'ingénierie de certification. Et pour arriver à la formation, et pour terminer, la formation aussi, bien évidemment, doit évoluer en s'emparant des outils numériques, ça a été dit, mais ce n'est peut-être pas l'essentiel, surtout en s'appropriant de nouvelles méthodes pédagogiques pour rendre les apprenants plus actifs. Et je dirais que de toute façon, les organismes de formation n'auront guère le choix avec les générations qui sont arrivées et qui vont arriver. Ils ne pourront pas, ces organismes de formation, rester sur des pédagogies telles qu'on pouvait les exercer par le passé et encore présentes aujourd'hui finalement assez fortement. Et puis juste pour terminer, j'aimerais reprendre l'expression de Madame Inglaer ce matin, il ne faut pas rater la marche. Et donc c'est vrai pour la conception 3D, c'est vrai pour la transition énergétique. Nous avons là des opportunités considérables de développement de l'activité, des emplois, mais voilà, nous sommes dans un monde qui est de plus en plus actif dans toutes les parties du monde, avec des compétiteurs, et je crois qu'il est important que les entreprises investissent, bien évidemment, investissent dans les machines, mais aussi investissent encore plus dans les hommes, et on compte sur les organismes de formation, on compte aussi sur l'AFPA, bien sûr, pour les accompagner. Merci Maurice Pincus. Alors, comme vous l'évoquiez tout à l'heure en introduction, nous n'avons pas pour objectif de faire effectivement la synthèse ou la conclusion de cette journée extrêmement riche,
Mais Christophe Sadoc, je le rappelle, est malheureusement absent ce jour, et je vais très humblement rappeler quelques mots sur le positionnement de l'AFPA et sur, je dirais, l'importance que nous accordons à ce genre de manifestations et de journées, parce que, comme ce qui a été dit depuis ce matin, effectivement, nous voyons que l'industrie est engagée dans un changement profond, majeur, qui arrive, 4e révolution industrielle ou mutation technologique profonde, peu importe, pour autant, un mouvement est là. On voit bien la naissance, et il est indispensable pour nous tous d'appréhender correctement et d'accompagner ce mouvement. Pour l'AFPA, réunir les principaux acteurs du monde de l'industrie, ça a véritablement du sens. Ça a du sens parce que l'AFPA, c'est, je le rappelle, Christophe Denon, merci, il n'y a peut-être plus de batterie, effectivement. L'AFPA, c'est, sur le secteur de la formation professionnelle et l'industrie, le premier acteur de formation en France et en Europe. On forme, je le rappelle, 13 000 personnes sur le secteur de l'industrie sur 100 métiers différents. Et l'objectif de ces actions de formation et l'objectif, je dirais, de ce type de colloque, c'est effectivement de nous permettre d'appréhender correctement quelles sont les évolutions qui vont demain arriver, devoir être accompagnées demain, pour nous permettre de répondre aux demandes de nos différents partenaires, que sont les entreprises, les branches, les institutionnels. Et nous avons besoin donc de cerner ces grands changements avec vous tous. Ceci va nous permettre, entre autres, de nourrir ce que l'on appelle le travail d'ingénierie dans le cadre de la politique du titre, pour le compte de la DGFP, pour le compte de l'État, mais aussi, comme vous l'évoquiez juste avant Maurice Pincus, de retravailler quelque part nos modalités pédagogiques pour les adapter effectivement à ces évolutions. Il est presque une évidence. On ne pourra pas former demain sur des thématiques usines du futur, avec l'arrivée du numérique, je dirais, à tout va, comme on le faisait hier, avec du papier et du crayon. C'est évident, et l'AFPA, je dirais, est engagée dans ce mouvement, bien entendu. Ce que je peux dire, quelque part, finalement, en guise de conclusion, c'est que l'AFPA, au final, elle aussi, évidemment, se mobilise, bouge par rapport à ces questions-là, et ce que, quelque part, j'espère, c'est que ce qui nous est apparu ce matin, au fil de nos échanges, c'est que ce soit une véritable lame de fond qui permette, quelque part, de véritablement relancer l'industrie en France. Et je veux dire par là que, si tel est le cas, ce que je pense dans cette Assemblée nous souhaitons tous, l'AFPA sera présente, véritablement. Voilà. Bonjour, monsieur Jean-Marc Huard. Donc, vous êtes sous-directeur des politiques de formation du contrôle à la DGFP. En tant que représentant de l'État, c'est à vous donc que revient l'honneur de conclure cette journée. Mes questions sont très simples. Comment la DGFP et l'État sont mobilisés aujourd'hui sur ces sujets, sur ces évolutions majeures annoncées? Et est-ce que la réforme de la formation professionnelle va quelque part faciliter l'accompagnement de ce mouvement? Bonsoir à tous. J'allais dire c'est son but. Je pourrais presque m'arrêter là. Je vais continuer un petit peu. Je suis très heureux. Merci beaucoup de l'invitation. C'est pas la première fois que je suis invité dans des manifestations de ce type par l'AFPA. J'étais il y a quelques semaines ou quelques mois, le temps passe si vite, dans un autre hémicycle qui était celui de Midi-Pyrénées, sur les journées nationales du bâtiment travaux publics, voilà. Et c'est toujours un plaisir, et ça vient en plus, je dirais, en complément d'un certain nombre d'interventions que nous faisons, que je fais aussi, moi, à titre personnel. On fait vraiment le tour de France pour évoquer la réforme de la formation professionnelle. Parce que je crois vraiment que l'objectif qu'ont souhaité les partenaires sociaux, parce qu'une réforme formation professionnelle, comme vous le savez, ça ne vient pas uniquement de la pensée d'un ministre, d'un gouvernement ou des propositions de son administration, hein, même si inévitablement on nourrit, ça vient aussi d'une négociation des partenaires sociaux en amont. C'est dans le Code du travail, c'est obligatoire. Et pour cette réforme, comme pour les précédentes,
il y a eu un accord national interprofessionnel qui a été voté très majoritairement par 6 organisations, vous savez qu'il y en a 8, hein, et qui ont mis en œuvre et qui ont permis la réflexion autour de la loi. Alors, le thème, moi je vais être peut-être je suis sans doute celui qui est le moins qualifié pour vous parler d'industrie. Et en fait, c'est toujours un petit peu compliqué quand on intervient, nos représentants de l'État, dans des réunions de spécialistes. Hein, c'est que les gens, parfois, s'attendent à ce qu'on leur parle d'industrie, de bâtiment, de chimie, etc. J'aurais l'air ridicule hein, si je vous parlais d'industrie, de bâtiment, de chimie. Et je suis arrivé assez tard, mais on m'a dit, j'ai pu voir sur la fin de la précédente table ronde, et puis on m'a dit la qualité des débats. 4e révolution industrielle. Le thème m'a plu. Alors, il m'a plu à titre personnel parce que je suis ancien professeur de sciences économiques en classe prépa et j'enseignais la 1re, la 2e, la 3e avec un point d'interrogation révolution industrielle. Donc voilà, la 4e révolution industrielle. Donc ça aurait pu être le titre du cours que j'aurais fait en ce moment si j'étais resté dans l'éducation nationale à être enseignant. En fait, tous les débats que vous avez eus, me semble-t-il, portent des enjeux extrêmement importants en termes de formation. Je suis entièrement d'accord avec Maurice, et avant d'occuper ces fonctions-là au ministère du Travail, j'ai été sous-directeur des lycées de la formation professionnelle tout au long de la vie pendant près de 5 ans. Et on se connaissait avec Maurice Pincus puisque j'avais sous ma responsabilité les commissions professionnelles consultatives, dont celle de l'industrie, comme j'ai sous ma responsabilité aujourd'hui au ministère du Travail la CPC de l'industrie. Je suis entièrement d'accord, disais-je, sur le fait que, sur tout le débat nouveaux métiers, nouvelles compétences. Et effectivement, on serait embêté à la limite hein, si on était uniquement sur des nouveaux métiers. Parce qu'on devrait repartir, je pense, de zéro sur un certain nombre de choses. Or, quand on voit les enjeux sur l'adaptation des métiers tels qu'ils sont avec l'intégration de ces nouveaux enjeux, je pense à ceux de la transition énergétique, du développement durable, ben, on voit déjà que l'enjeu est considérable. Donc, je dirais, heureusement qu'on est sur une partie d'adaptation des métiers et pas uniquement sur de la création de nouveaux métiers. J'entendais, je me souviens même plus du média, hein, en disant en 2020, alors c'est quand même on est en quoi, dans 5 ans, hein, en 2020, 4 ans et demi, dans 2020, il y a tel pourcentage de métiers qui n'existaient pas aujourd'hui. Bon, on verra, hein, peut-être on se retrouvera dans la même configuration, puis on fera le calcul. Mais je pense en revanche que les métiers auront considérablement évolué. Et donc il y a des enjeux en termes de formation qui sont d'une part pour les moins qualifiés, sur l'accès à la qualification, d'autre part pour les salariés en emploi qualifié dans des modifications de leurs compétences, voire de la reconversion, et puis aussi un enjeu extrêmement important pour les demandeurs d'emploi. Et je crois que ce qui est au cœur de la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle, c'est effectivement permettre aux moins qualifiés d'accéder davantage à la qualification, c'est permettre aux demandeurs d'emploi d'être plus formés et plus rapidement, enfin plus rapidement, pas obligatoirement dans le temps de formation, mais d'entrer en formation plus rapidement également, et c'est de permettre aux salariés qualifiés eh bien, d'acquérir de nouvelles compétences. Pour cela, je crois qu'il y a 2 éléments, enfin il y a un élément important qui est que très clairement, les partenaires sociaux, dans leur accord national interprofessionnel, ont fait 2 paris. Le premier pari, c'est celui de la... Et le législateur a pris à son compte ces paris, puisque dans le projet de loi et dans la loi telle qu'elle est sortie des travaux parlementaires, on retrouve, je crois, ces enjeux. Donc, premier pari, le pari de la responsabilité pour l'ensemble des acteurs. Ça se traduit comment le pari de la responsabilité? Ça se traduit par une plus grande responsabilité donnée aux entreprises. Pourquoi? Parce qu'on a la suppression pour les entreprises de plus de 300 et la diminution pour les entreprises de 10 à 299 salariés de la cotisation obligatoire au titre du plan de formation. Bon. Alors ça peut paraître un peu paradoxal. Vous pourriez me couper la parole et me dire bah ouais, mais c'est pas un peu paradoxal votre truc là?
alors je dirais déjà c'est celui de l'État, mais c'est celui des partenaires sociaux aussi, hein, que de dire, et je vous dis ça depuis 5 minutes, là, il faut plus former, mieux former, et puis on supprime les cotisations obligatoires pour les entreprises de plus de 300. Oui, mais sauf que ce qu'on supprime en fait, c'est quoi? C'est pas l'obligation de former, parce que l'obligation de former, elle est renforcée. Et elle est renforcée de deux manières, je vais y revenir. Et ce qu'on supprime surtout, c'est cette obligation qui est de dépenser 0,9 ou de payer. Et ce qui va avec l'obligation de payer 0,9, de dépenser 0,9 ou de payer à l'État, ou de payer à l'OPCA, mais c'est une contribution obligatoire, excusez-moi de la confusion, on remplace cette obligation de dépenser par une obligation de former, d'une part en introduisant un certain nombre de dispositifs, en rendant plus de responsabilités aux partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, notamment pour les entreprises de plus de 50. Mais vous savez que la loi modernisation du dialogue social est en train d'arriver là, hein, donc elle peut bouleverser un petit peu tout cela. Mais donc renforcer le dialogue social autour des questions de formation dans les entreprises, d'une part, et d'autre part, donner à l'employeur une responsabilité vis-à-vis de chacun de ses salariés, c'est la mise en place des entretiens professionnels, ils s'appellent comme ça. En fait, ce sont des entretiens d'évolution professionnelle, ce n'est pas des entretiens d'évaluation. Tous les 2 ans, l'employeur et le salarié doivent se voir pour évoquer la question de l'évolution professionnelle du salarié. Et tous les 6 ans, on fait un bilan. Et le bilan, c'est de dire est-ce que le salarié il a bénéficié d'une action de formation, d'un accès à la certification ou d'une progression salariale ou professionnelle. On est donc dans un processus évolutif. Donc, la responsabilité, elle est engagée parce qu'il y a une plus grande liberté, il n'y a plus d'imputabilité des dépenses pour ceux qui le savent, c'est-à-dire que les services régionaux de contrôle, on coordonne dans ma sous-direction, en plus, je voulais le dire en introduction, du suivi et de l'accompagnement de l'AFPA aussi, dans le service dont j'ai la responsabilité. Donc on coordonne les services régionaux de contrôle. Les services de contrôle ne vont plus aller dans les entreprises en disant montrez-moi alors votre 0,9, là vous ne vous êtes pas acquitté du 0,9, est-ce que vraiment vous avez fait... Non, on ne vient plus. Donc plus grande responsabilité, mais en même temps, une responsabilité, une obligation plus forte, interne, par le dialogue social et par le dialogue individuel. Et cet élément-là, il est aussi renforcé par tout ce que vous avez dit depuis ce matin. Parce que l'obligation de dépenser, à la limite, je le fais de manière un peu provocante parce que on n'a pas le temps, mais évidemment tout est en nuance. Mais cette obligation de dépenser, à la limite, jusqu'à 0,9, peu importe la dépense. Je vous donne un exemple pour illustrer cela. Je parlerai dans un instant du compte personnel de formation. Mais le compte personnel de formation, on dit à tort qu'il succède au droit individuel à la formation. En fait, je dis à tort parce que les deux dispositifs n'ont rien à voir. Et jusqu'au 31 décembre, on dit oh, vraiment le DIF, ça ne fonctionne pas. Et alors depuis le 2 janvier, il y a des amoureux du DIF partout. On nous dit qu'est-ce que c'était bien le DIF. Mais oui, mais quel était le problème sur le DIF? Le DIF, on avait des droits qui étaient donnés à chaque salarié, mais on n'avait pas de financement en face. Il n'y avait pas de prélèvement spécifique pour financer le DIF. Donc on finançait notamment sur du plan de formation. Le DIF. Sauf que le DIF, c'est attaché à la personne et c'est en fonction aussi des souhaits de la personne. Donc on utilisait des financements plan de formation destinés à l'adaptabilité des salariés à leur poste de travail et le maintien de l'employabilité de ces salariés face à des droits qui étaient des droits exclusivement individuels. Et vous voyez, on avait un décalage en fait entre les deux. Le CPF, je vais y revenir, il essaye de corriger cela. Autre responsabilité très rapidement, après la responsabilité de l'entreprise, c'est la responsabilité des branches et la responsabilité des partenaires sociaux. Et ça me permet de faire la transition avec ce que je vais vous dire après sur le compte personnel de formation. Responsabilité des branches, responsabilité des partenaires sociaux dans la détermination des fameuses listes de formation éligibles au compte personnel de formation. Il y a une responsabilité extrêmement forte. Les partenaires sociaux, les branches ont un challenge extrêmement fort à relever, c'est la capacité
d'objectiver leurs choix. Aujourd'hui, partenaires sociaux et branches ont fabriqué leur première liste. Chacun dit, elle est évolutive, elle va évoluer. Alors, je sais pas, c'est pas obligatoirement le discours de l'UMM hein, qui a fait sa liste, mais chacun dit, bon ben voilà, ça va évoluer. Dans un certain nombre de jours et de semaines, je pense qu'il va falloir objectiver ces choix de manière beaucoup plus forte. Et donc c'est un enjeu, c'est une responsabilité extrêmement forte. Et l'utilisation des éléments liés à la 4e révolution industrielle sont des éléments extrêmement forts d'objectivisation. Après plus de responsabilité, c'est plus de droits individuels dans la loi. Et le droit individuel, c'est la création du compte personnel de formation. Je voudrais, si vous permettez, tout de suite démystifier la question du compte personnel de formation. La formation professionnelle en France ne se résume pas au compte personnel de formation. Je le dis. Quand on regarde pour les salariés, le compte personnel de formation, c'est un prélèvement de 0,2% de la masse salariale obligatoire. C'est la correction par rapport au DIF. Hein. C'est 0,2% de la masse salariale. On rajoute une partie qui remonte au fonds paritaire. Je vous passe les détails pour la formation CPF des demandeurs d'emploi. Allez, mettons 0,3%. C'est 0,3% de la masse salariale. Vous savez quelle est la moyenne de dépenses de formation des entreprises en France ? 3%. 3%. Donc, la formation professionnelle en France, elle ne se résume pas au compte personnel de formation. Néanmoins, le compte personnel de formation doit être un levier d'accès plus fort à la qualification et à la certification. Et tous les enjeux que vous avez évoqués ce matin rentrent complètement, je crois, dans l'esprit du compte personnel de formation. Si les branches ne prennent pas en compte les défis qui ont été évoqués sur la transition énergétique, sur les nouvelles sources d'énergie, sur les nouvelles modalités d'organisation, etc. Bon, si les branches et partenaires sociaux ne prennent pas en compte ces éléments-là, inévitablement, on passe à côté de quelque chose. Et ils le font, je crois. Et donc, le compte personnel de formation est le moyen d'avoir ce levier vers la certification et vers davantage de qualification. Alors le compte personnel d'information, il est à ses débuts, c'est un process qui est un process lourd, il rencontre un succès assez fort en termes de curiosité, hein. Il y a 1 200 000 personnes qui ont ouvert leur compte, certainement un nombre important de personnes parmi vous. Là, on est en phase de... Alors après, les entreprises ont 30 jours pour répondre hein, quand il y a un projet. Le montage, il est parfois un petit peu compliqué. Donc là, on est en phase effectivement de démarrage. Mais l'enjeu, comprenez bien, il est considérable. Il y a de l'argent. Il y a plus d'1,2 milliard en gros, hein, sur le compte personnel de formation, auquel s'ajoutent des abondements spécifiques. Et l'enjeu, il est véritablement là sur les éléments que vous avez évoqués depuis ce matin. Il y a des conséquences à la loi, et j'en aurai terminé, des conséquences fortes, et Maurice a commencé à en parler. Il y a une première conséquence qui est sur l'exigence de qualité en matière de formation. Quand les prélèvements aujourd'hui légaux, obligatoires, le 1%, hein, aujourd'hui c'est 1%, bon. Le 1%, quand il est obligatoirement certifiant, qualifiant, ben oui, vous regardez ce qu'il y a dans le 1%, il y a du CPF, du 0,2, il y a de la professionnalisation, 0,15 ou 0,2, il y a une partie de plan pour les entreprises de moins de 299, vous avez du congé individuel de formation, et vous avez la remontée au fonds paritaire de sécurisation professionnelle. Voilà en gros ce que vous avez dans le 1%. Donc il y a un enjeu important de formation mutualisée, orientée très clairement vers la montée en qualif et l'accessibilité à l'assertif pour les bénéficiaires. Ben, la contrepartie, c'est véritablement une attention particulière à la question de la qualité de la formation. Qualité de la formation, c'est pas obligatoirement l'aura de l'intervenant, ça compte. C'est pas obligatoirement si la salle était bien chauffée, c'est bon. Non, c'est quels enjeux pour la formation, quels objectifs, quelle évaluation, quelle formation continue pour les formateurs,
Quelle démarche considérant les prérequis aujourd'hui? Voilà. Donc l'enjeu qualité est très important. On a un décret que vous avez peut-être vu passer dans la presse spécialisée, qui est actuellement au Conseil d'État, qu'on va étudier au Conseil d'État dans les jours qui viennent, et qui sortira après, qui véritablement demande aux financeurs sur les fonds mutualisés d'être très attentifs à la qualité des formations. Premier enjeu. Deuxième enjeu, et c'est un effet, vous savez, c'est ces jeux chinois, là, où vous avez plusieurs boules accrochées, puis vous tirez la première boule, comme ça, puis c'est la dernière qui part. Voilà. La première, c'est la formation, puis la dernière, c'est la certification. On a, je crois, un effet extrêmement fort. Enfin, je crois véritablement que l'impact le plus fort de la réforme qu'on vit aujourd'hui, c'est sur la certification. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a les listes. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a une forme de concurrence un peu plus forte entre les certifications. Ça, c'est voilà, un point important. Je précise, les titres du ministère du Travail sont présents, si on prend toutes les listes françaises, à 83% des titres sont sur l'ensemble des listes françaises. Et quand on prend la liste interpro nationale, les titres sont présents à 55%, les titres du ministère du Travail. Bon, donc, voilà. Côté titre, on est à peu près calé. Donc, concurrence. Deuxième élément, la Commission nationale de la certification professionnelle connaît aujourd'hui un afflux de demandes d'enregistrement. Ben oui, parce que pour être sur les listes des partenaires sociaux, il faut être enregistré auprès de la Commission nationale de la certification professionnelle, soit au répertoire pour les plus spécialistes d'entre nous, soit à l'inventaire qui vient de se créer. Bon. Donc se pose ou se posera très clairement la question de la régulation de l'offre de certification, c'est le deuxième élément. Troisième élément, Maurice l'a dit, la question de les plus spécialistes d'entre vous, et vous avez compris que j'étais de l'éducation nationale, donc prétention de me compter un peu dans les spécialistes des titres et des diplômes, la question de la modularisation, j'utilise le terme parce qu'il est compris par tout le monde, des blocs de compétences qu'évoque la loi. C'est un enjeu considérable de la réforme. C'est un enjeu considérable de la réforme parce que, avec le CPF, inévitablement la question de la modularisation elle est extrêmement importante, mais pas uniquement avec le CPF. Avec ce que vous avez montré aujourd'hui et la question de la reconversion, la question de l'adaptation des métiers, des modules sont susceptibles d'apporter cela, plus peut-être qu'une certification complète. Donc la question de la modularisation, alors je sais que l'AFPA a beaucoup travaillé sur la question de la modularisation de sa formation. Un des objets aussi de la réunion des CPC, c'était d'avancer sur la modularisation en termes d'enregistrement de la certification des titres professionnels. Donc voilà l'enjeu sur lequel je voulais intervenir. Je crois véritablement, on est, et j'insiste sur le mot responsabilité, on est tous responsables là du dispositif tel qu'il est. Je sais que chacun est mobilisé, chacun doit encore plus mobiliser dans les semaines et les années qui viennent. Je crois que l'enjeu, il est important et je vous remercie à nouveau de votre invitation. Merci, Monsieur Huard. Écoutez, nous arrivons effectivement à la fin de cette riche journée. Je voulais tout simplement remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité de leurs propos, la pertinence de leur présentation, qui nous ont véritablement permis d'enrichir le débat et de nous apporter, je pense, à toutes et à tous présents dans cette salle, sur un éclairage nouveau, complet sur ce que sont donc l'usine du futur, la transition énergétique, les innovations technologiques. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué donc à la préparation de cette journée. Et je voulais aussi tout particulièrement remercier, parce que vous les avez croisés depuis ce matin, les stagiaires, assistantes de direction du centre AFPA de Vénissieux, qui vous ont accueillis depuis ce matin, qui sont là depuis l'aube, qui gardent précieusement l'ensemble de vos vêtements, entre autres, et qui vont être là jusqu'à la fin de cette journée. Donc, elles se sont fortement mobilisées, donc vous pouvez aussi les remercier tout à l'heure en récupérant vos affaires. Et je vous souhaite donc à tous et à toutes un bon retour et à un prochain colloque sur
les rencontres nationales de l'industrie. Encore merci.